On passe maintenant au sujet sérieux. Allez, on y va. On démarre le sujet d'aujourd'hui. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est en 2 étapes. Alors, accrochez-vous. Ce workshop, il est en 9 heures. Je me rends compte de la quantité d'informations qu'il faut avoir en tête pour lever des fonds. 9 heures, c'est court. J'ai essayé de faire ça au pas de marche. Et aujourd'hui, on va aborder 2 sujets où je vous préviens, c'est forcément qu'une intro et ça va demander de votre part du travail. Ça va demander d'aller lire des articles, ça demande d'aller chercher sur Internet, de parler avec votre avocat, etc. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de vous donner un tour d'horizon de mon opinion sur le sujet et d'essayer de vous mettre en tête des choses hyper fortes, hyper caricaturales, qui vont vous permettre d'aiguiller votre avocat sur ce que vous voulez et ce qui est important. Et c'est hyper important de maîtriser le juridique dans sa levée de fonds. Le juridique, ça peut faire le jour et la nuit. Connaître les clauses qui comptent et choisir son avocat, c'est hyper important. Par contre, les clauses, même si vous travaillez avec les bons avocats, vous avez besoin de comprendre, de maîtriser ce sujet. Le but du jeu, c'est d'être un sachant pour maîtriser la dynamique du tour, pour pouvoir savoir qui choisir, pas simplement sur des questions d'argent, savoir qu'est-ce que vous pouvez négocier, qu'est-ce que vous ne pouvez pas négocier, à quoi faire attention, et est-ce que quand la term sheet est signée, c'est terminé? Évidemment pas. Alors, dans un process de levée de fonds, ce qui compte le plus, c'est toujours celui qui parle en premier. Le premier compte le plus. Et donc, un conseil un peu contre-intuitif que je vais vous donner, et c'est un conseil que très peu de gens donnent. Rarement les avocats aiment bien laisser les investisseurs faire le premier pas en termes de term sheet et pas. Moi, je pense que c'est très bien de maîtriser le process et de faire le premier pas. Ça coûte un peu plus cher, ça demande un peu plus de travail. La plupart des avocats n'aiment pas faire ça parce qu'ils veulent le minimum d'efforts pour le maximum d'argent. Mais n'hésitez pas à contraindre votre avocat et à le convaincre que c'est votre façon de faire. Et la valo, le prix, c'est pas tout. La valo, c'est qu'une des données. Entre un deal simple, avec des clauses simples, que tout le monde peut comprendre, faire, qui n'est pas compliqué, qui n'a pas d'entourloupe, à une valo de 20-30% moins élevée, ça vaut le coup plutôt que d'aller chercher un premium de 20-30% et de se prendre des complications dans la tête. La simplicité juridique, c'est hyper essentiel. Alors, il y a un outil qui s'appelle le BSAR et qui permet de lever des fonds sans avoir aucune de ces emmerdes juridiques et d'en parler plus tard, qui est super pour la love money, qui est super pour tous les moments où on n'est pas encore prêt à vraiment faire un tour avec un pack d'actionnaires, etc. et qui s'appelle le BSAR, qui est un outil que j'ai inventé personnellement avec un avocat qui s'appelle Sacha Benichou et qui a pour but de ramener la pratique des convertible notes américaines sur le marché français. Alors, comment ça marche un BSAR? Un BSAR, c'est un document qui définit une valo et qui dit en gros que la valo va être variable en fonction de la valo du prochain tour. Donc, vous dites aux investisseurs, ma valo, elle est entre temps et temps, il y a un cap et un floor, et qu'au prochain tour de table, il y a une valo, et en fonction de ce qui va se passer dans cette valo, le BSAR va s'activer. Il y a 3 éléments à négocier sur un BSAR. Quel est le cap, la valo maximale qui sera appliquée, le floor, la valo minimale qui sera appliquée, et le discount, qui est le discount que l'investisseur aura pour avoir investi avant les autres, si la valo se trouve être entre le cap et le floor. Si par exemple vous dites que votre BSAR est à 1 million de floor, 5 millions de cap et 20% de discount, ça veut dire que si vous faites votre prochain tour de levée à 6 millions de valo, les gens sont convertis à 5 parce que c'est le cap. Si c'est à 10, 9, pareil. S'ils sont convertis au maximum à 5. Par contre, si vous levez à 3, bah, les gens ont le droit à 20% de discount, donc à 80% de 3 millions. Cet outil, il est vachement bien documenté en ligne. Seed Legal, machin, propose maintenant des automatisations de BSAR. Sacha Benichou propose son propre outil, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous avez plein de façons de générer des BSAR facilement
n'hésitez pas à l'utiliser si vous n'êtes pas encore prêt à négocier. Ensuite, n'oubliez pas que le temps, c'est de l'argent. Les surnégociations, les suroptimisations de term sheet, de packs d'actionnaires, de documentation, etc., ça coûte cher. Et mettre trop de temps à négocier son légal, c'est dingue. Ça coûte une fortune. D'où l'intérêt de prendre la main et de rédiger les documents soi-même en premier, parce que ça permet de cadrer le débat et d'éviter les allers-retours trop compliqués. Il y a 8 clauses que vous devez absolument connaître. Les liquidations de préférence, les ratchets et toutes les clauses d'antidilution, les super prorata, les tranches, les option pools, la différence entre pré-money et post-money, l'engagement d'exclusivité, le tag long et le drag long. Alors, la première, c'est la liquidation de préférence. Grosso modo, la liquidation de préférence permet aux investisseurs de récupérer leur mise de façon préférentielle et avant les fondateurs. Pour les fondateurs, c'est récupérer des fonds même en cas de revente basse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que vous levez 2 millions à 10 millions de valo. Donc, ça veut dire que les investisseurs ont 20% de votre boîte. OK? 2 millions à 10 millions post-money, ça veut dire que les investisseurs ont 20% de votre boîte. Imaginez que vous vendez votre boîte 5 millions. Normalement, vous vous dites, si je vends ma boîte 5 millions, eh ben, ça veut dire que les investisseurs perdent 1 million. Pourquoi? Parce que 20% de 5 millions, ça fait 1 million. La liquidation de préférence permet à l'investisseur de ne pas perdre ces 2 millions, mais de toucher ces 2 millions avant de faire la répartition de l'argent. Donc, ça marche comment? Ça veut dire que vous vendez votre boîte 5 millions, il y a 2 millions qui vont à l'investisseur, et ensuite, il y a 3 millions qui sont partagés entre tout le monde. Alors, la liquidation de préférence, elle peut être participating ou non-participating. Participating, ça veut dire qu'elle est valable, quel que soit le prix de vente, même si le prix de vente est supérieur à la valeur de la levée. Non-participating, ça veut dire qu'elle n'est valable que si c'est en dessous de la valeur de la levée. Il n'est impossible, pratiquement dans le marché français, d'éviter les clauses de liquidation préférentielle. Impossible. C'est même pas la peine d'espérer, c'est même pas la peine de rêver. C'est des clauses qui sont pas du tout négociables. Par contre, il ne faut jamais accepter en venture ou en early stage des clauses de liquidation préférentielle participating. Vous devez dire à votre avocat que lorsque vous écrivez votre term sheet et vous envoyez votre term sheet, vous êtes OK pour une liquidation de préférence, mais cette liquidation de préférence doit être non-participating. Point. Ça, c'est le no-go des clauses. Alors, si l'investisseur n'en veut pas, parce que maintenant, il y a la mode des investisseurs en bas, tant mieux, mais ce n'est pas un sujet de négo. Ensuite, il y a les clauses de non-dilution. Alors, dans les clauses de non-dilution, la plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le ratchet. Il est utilisé lors d'une deuxième levée de fonds si la valorisation de votre startup est moins élevée que votre premier. Grosso modo, ça permet de protéger un investisseur qui a payé une valeur haute du fait que la valeur baisse dans le temps. Cette clause, elle est très importante dans les cas où l'investisseur se dit, bon, peut-être que je suis en train de surpayer. Si le prochain levée se fait dans des mauvaises conditions, je veux être ratcheté dans les clauses. Alors, les ratchets, c'est no-go. Vaut mieux, je vous donne un conseil, baissez votre valo pour supprimer le ratchet. Mais n'acceptez jamais les ratchets. Les ratchets peuvent être nucléaires. C'est hyper important de ne pas accepter les ratchets. Ensuite, il y a les clauses d'anti-dilution plus classiques qui permettent aux actionnaires déjà présents d'être prioritaires sur toute nouvelle recherche de financement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une clause neutre. Offrir une préférence aux gens qui sont déjà dans la cap table, ça se fait souvent. Ce n'est pas très gênant, mais ça ne sert à rien de l'offrir si on ne vous la demande pas. Et ça ne sert à rien de discuter. Par contre, en stratégie de négo, c'est ce qu'on appelle les clauses de bargain. C'est-à-dire que comme vous savez que vous êtes prêt à l'offrir, il ne faut pas la donner gratuitement, mais il faut l'échanger contre quelque chose dont vous avez besoin. Alors, les tranches, c'est quand un deal dit que la startup ne reçoit pas 100% de l'argent tout de suite, mais que le deal est tranché dans le temps.
ne prenez jamais ce genre de deal. Là, les deals tranchés, c'est no go. Ne jamais, 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 jamais prendre de tranche. Alors, pré-monnaie vs post-monnaie, ça c'est hyper important de comprendre. Il faut comprendre que toutes les valos dans le monde du venture, malheureusement, sont toujours exprimées pré-monnaie. Quel que soit l'argent que vous levez, c'est la même valo. Donc, quand quelqu'un dit « je lève à 10 millions d'euros de valo », il veut dire à 10 millions de valo avant l'arrivée de l'argent. Et ça pose un petit problème de maths, puisque grosso modo, si par exemple vous dites que vous levez 1 million d'euros à une valo pré-monnaie de 5, ça veut dire que pour calculer la dilution, il ne faut pas diviser 1 par 5, il faut diviser 1 par 6. Parce que la dilution, ce n'est pas l'argent investi divisé par la valo pré-monnaie, c'est l'argent investi divisé par la valo pré-monnaie plus l'argent investi. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important de comprendre cette différence entre pré-monnaie et post-monnaie. Parce que ça veut dire que plus vous levez de l'argent, plus vous allez être dilué. Par exemple, si vous dites « je lève 10 millions à 30 millions près », et ben en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous levez 10 sur 40. Par contre, si vous levez toujours 20 sur 30 pré-monnaie, et ben la dilution vient de monter. Donc, faites très attention avec ces discussions de pré-monnaie, post-monnaie. N'hésitez pas à faire des petits tableaux Excel où vous dessinez exactement les dilutions avant l'argent, après l'argent, et demandez à votre avocat de vérifier les deals. C'est hyper, hyper, hyper important de mettre l'avocat face à ses responsabilités dans les calculs de cap table, dans les calculs de pourcentage, et vérifiez bien tous les calculs. On a vu tellement de catas d'avocats qui ne savent pas faire de maths, qui ne savent pas construire une cap table, etc. Les avocats qu'on vous envoie, ils savent faire, mais ne croyez pas que c'est évident et une erreur est vite arrivée. Donc, faites très attention sur ce point-là. Donc, la valeur post-monnaie d'une boîte, c'est la valeur pré-monnaie plus le montant investi. Alors, une clause quasi obligatoire, mais qu'il faut négocier, c'est l'option pool. C'est combien on va donner de pourcentage de la boîte aux employés et dans quelles conditions. Alors, le nom légal des option pools en France, c'est un plan de BSPCE, hyper important à négocier avec l'investisseur immédiatement, de savoir dans quelles conditions vous donnez des actions, à qui vous allez donner des actions, est-ce que vous allez en recevoir ou pas, etc. Là, votre avocat peut être de très bons conseils, il en voit plein. N'hésitez pas à faire confiance à votre avocat sur ce sujet-là, mais parlez du sujet, ne signez jamais un deal dans lequel vous n'avez pas défini clairement l'option pool. Alors, 100% des investisseurs de la place qui sont professionnels vous réclameront un engagement d'exclusivité. Ça veut dire que l'investisseur veut être assuré que votre projet de startup est bel et bien celui qui est prioritaire parmi vos diverses activités. L'exclusivité, c'est non négociable dans le monde du venture. On accepte que les fondateurs aient des grosses parts sans mettre d'argent parce qu'on leur refuse le droit de faire plusieurs choses à la fois. Ça, dès que vous avez un investisseur un peu structuré, un peu professionnel, la clause d'exclusivité est immédiate. Alors maintenant, il y a les clauses de fin de vie des startups. La première, c'est le tag along. C'est l'équipe change et les actionnaires sortir. Ils ont le droit de vous forcer à vendre leur part et d'essayer de trouver un acquéreur. Et en face, il y a le drag along. C'est quand vous voulez vendre la boîte. Ça permet de prendre tous les gens avec vous et de ne pas leur donner le choix de refuser la vente. Hyper important de bien calibrer le drag along. Faites en sorte que le pourcentage pour drag tout le monde, c'est-à-dire emporter les gens avec vous, ait un pourcentage suffisamment bas pour que vous n'ayez pas besoin de l'avis de qui que ce soit si vous voulez vendre votre boîte. C'est hyper important. Et en échange du drag along, en général, on offre un tag along qui est que si vous vendez, les gens ont le droit de venir dans votre offre aussi. Alors, ça, c'est les clauses. Je vais prendre vos questions sur les clauses. Je remonte un petit peu.
Alors, Olim dit l'investisseur ne peut pas imposer son avocat. Non, non, non. L'investisseur ne doit surtout pas imposer son avocat. L'investisseur peut avoir son avocat. Vous pouvez avoir votre avocat. Il est hyper important d'avoir votre propre avocat. C'est le b.a.-ba. Et si un investisseur vous dit non, mais c'est pas la peine, on réduit les frais et tout, vous l'envoyez chier. Je veux dire, c'est la base d'être représenté. C'est comme dans tout dans la vie, quoi. La liquidation de préférence peut-elle être supprimée, demande Olim Service. À l'étranger ou en France, c'est non. C'est quasi impossible. Moi, j'ai jamais vu un deal où la liquide préf est supprimée sans que le deal soit massivement concurrentiel. Et franchement, c'est une clause, ça sert à rien de se battre pour. Parce que c'est normal. Je vous explique pourquoi les liquidations de préférence, ça existe. Les liquidations de préférence, ça existe parce que les fondateurs ont le droit de vendre leur boîte sans demander l'avis des investisseurs. Prenons un exemple théorique. J'ai une boîte qui vaut 100 millions, je lève 30 millions. OK ? Donc, je donne 30% de la boîte. Donc, il y a 30 millions en caisse. Et je vais voir quelqu'un et je lui dis, je te vends la boîte pour 30 millions. Et bien, s'il n'y a pas de liquide préf, j'ai le droit à 70% des 30 millions dans ma poche. Vous voyez l'arnaque ? Ça n'a pas de sens. Évidemment que vous êtes obligé de mettre une liquide préf parce que comme vous avez le droit de vendre la boîte, c'est normal que si vous vendez la boîte 30 millions, les 30 premiers millions arrivent à celui qui a mis l'argent en dernier. Et des catas comme ça, il y en a eu dans l'histoire. C'est pour ça que les clauses de liquidation préférence, elles existent. Alors après, les liquidations préférences, elles peuvent être très démotivantes. Par exemple, le fondateur de je ne sais plus quelle boîte aux US a vendu sa boîte 300 millions, il avait levé 400 millions, il n'y avait pas assez d'argent pour rembourser tout le monde, il a touché 0 € sur une vente à 300 millions. Et bon, ça, c'est le jeu. C'est comme ça. Les gens, à ce moment-là, ils se plaignent, ils ne sont pas contents et tout, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. L'antidilution, c'est quelque chose de courant chez les mauvais investisseurs. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille que vous êtes en train de parler avec soit quelqu'un qui est un peu amateur, soit quelqu'un qui ne connaît pas bien les pratiques de marché, soit carrément quelqu'un qui est nocif et toxique. Pourquoi no-go sur les tranches ? Alors, c'est compliqué d'expliquer pourquoi no-go en détail sur les tranches, mais grosso modo, une boîte venture, ça va trop vite pour les clauses de tranches. Et une boîte traditionnelle, ça ne va pas assez vite pour les clauses de tranche. Dans les deux cas, c'est perdant-perdant. Puisqu'en fait, un deal tranché, c'est essayer de déterminer le futur au présent. Et vous le savez, si vous êtes entrepreneur, que le futur est hyper dur à définir. Donc, ne faites pas la bêtise de faire un deal tranché. Faites-moi confiance là-dessus. Refusez systématiquement les deals tranchés. Autant prendre moins d'argent et renégocier plus tard. Alors, je me demande, c'est quoi les tranches à nouveau ? Je me répète, les tranches, c'est le fait de prendre de l'argent sur plusieurs étapes en fonction des résultats de l'entreprise. Je suis en PLS, je suis désolé. Anis dit, on est d'accord, on a tous fait un mini AVC au moins une fois là. Alors, les BSPCE pour les fondateurs, Bruno, ça n'existe pas à ce stade-là. En général, les fondateurs, ça prend des BSPCE dans les tours beaucoup plus lointains. Si dès le premier tour, tu commences à prendre des BSPCE, c'est qu'il y a un problème. C'est que ta cap table, elle a été très mal calibrée. Et à mon avis, il faut résoudre le problème plutôt que de faire des BSPCE. Anis, l'engagement exclu, ça signifie clairement que tu ne peux pas avoir une autre activité pro qui apporte un salaire à côté. C'est bien ça. Exactement. Ça, c'est indénégociable en général. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une deuxième boîte. Exactement. On peut être actionnaire d'une boîte, mais dirigeant, actif et tout, c'est très dur. Dès qu'on commence à prendre des investisseurs, ils ont tendance à considérer que vous avez besoin d'être à 100% sur votre boîte. Ça veut dire également que je ne peux pas être salarié à côté non plus. Exactement. Tu ne peux pas être salarié au début. BSAR égale safe. Oui, exactement. Le BSAR a été inspiré du safe américain. Je souhaite faire une spin-off à partir d'une technologie développée dans le cadre de mon activité de service en data science. Est-ce que la clause d'exclusivité va m'imposer de tuer mon activité de service ?
si je veux faire une levée de fonds pour la spin-off. Alors, tout dépend, Michael, comment tu structures ta levée de fonds. Tu as deux façons de faire. Soit il y a un CEO dans la boîte, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. C'est lui qui aura une clause d'exclusivité. Soit c'est toi le CEO, il faudra nommer un CEO dans ta boîte de service. Mais l'un dans l'autre, il va falloir que quelqu'un soit à temps plein d'un côté et de l'autre. C'est impossible de faire autrement. Alors, la différence avec les liquidations participatives, c'est qu'une liquidation participative, même si tu lèves au-dessus de la valo du tour précédent et ou que tu vends au-dessus de la valo, la liquide préf s'active aussi. C'est no way. C'est pour ça que je vous dis, retenez juste, même si vous ne comprenez rien à ce que je raconte, retenez la règle, vous dites à votre avocat que sous aucun prétexte, vous acceptez les liquidations participatives. Aucun prétexte. L'investisseur peut exiger que l'équipe fondatrice ne change pas sur une longue durée. Oui, mais ça se négocie, ça. Contrairement aux clauses que je vous ai données, ça, c'est des choses où il y a beaucoup de souplesse traditionnellement et où votre avocat peut faire son travail et vous donner des bons conseils. Alors, Salem, les avocats ont l'habitude de travailler au moment du deal. Et au moment du deal, il y a de l'argent. Donc, c'est un non-sujet. Tu as un forfait avec l'avocat, tu as un investisseur en face. Ça se fait bien, quoi. On était en PLS sur le pré-money et post-money. Facile. Pré-money, c'est l'argent avant l'investissement. Post-money, c'est l'argent après l'investissement. Et la valo, quand elle est post-money, elle inclut l'argent. Quand elle est pré-money, elle est avant l'argent. Facile. Il n'y a rien de compliqué. Exactement. Maxime dit la liquidation de préférence permettrait à un ancien investisseur de ne rien lâcher s'il n'a pas envie pour un second round. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est les clauses d'anti-dilution qui permettent ça. Mais ça, elles sont à refuser. Mais la liquidation de préférence, c'est vraiment en cas de rachat. Ça ne protège pas les liquidations de préférence des levées de fonds. Qu'est-ce qui caractérise un fondateur? Un salarié de One qui a pris peu de parts en Love Money est-il un fondateur? Un mandataire à temps partiel, un fondateur? Alors, fondateur, ce n'est pas une notion juridique. Hein. Du point de vue juridique et du point de vue du pacte d'actionnaires, la seule chose qui compte, c'est les mandataires sociaux, effectivement. Merci Omar, j'ai oublié les super prorata. Alors, les super prorata, c'est la pire pratique investisseur que vous pouvez trouver sur le marché. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'investisseur a le droit non seulement de garder sa part, mais en plus d'augmenter sa part au prochain tour en ne faisant pas de place pour les nouveaux investisseurs. Si vous tombez sur des prorata étendus en français ou des super prorata en anglais, vous refusez systématiquement. C'est hyper important. Alors, peux-tu expliquer le principe des BSPCE en détail? Alors, oui et non, parce que le but de ce workshop, c'est pas forcément, de The Bootcamp, c'est pas forcément de rentrer dans 100% des détails, c'est de vous donner les clés pour pouvoir gérer la chose. Alors, les clés que je veux vous donner, c'est que les plans de BSPCE, c'est obligatoire. Soutenir les salariés de votre entreprise et leur donner des parts de votre entreprise, c'est devenu obligatoire en 2021 dans n'importe quelle entreprise. Qu'elle soit traditionnelle, start-up, etc., l'actionnariat salarié, c'est de plus en plus vu comme un droit salarial fondamental. Deuxième chose, l'outil pour faire ça, c'est les BSPCE. C'est un outil qui est compliqué, qui a plein d'attraits. Il faut lire des bouquins entiers sur le sujet, des articles entiers sur le sujet. Mais l'avantage, c'est que les avocats, c'est un outil qu'ils maîtrisent bien et ils peuvent vous expliquer tout ça. Ce que vous devez savoir, c'est que de toute façon, vous aurez besoin de garder une partie de votre capital pour les BSPCE, que ça va donc vous diluer, que ça va diluer vos actionnaires et que c'est donc une négo. Et les actionnaires qui refusent de vous laisser mettre des plans de BSPCE et de l'equity pour les salariés de l'option pool sont en fait des actionnaires qui ne savent pas ce qu'ils font dans le cadre de leur investissement et dans le cadre de la startup. Donc, je peux avoir 50% d'une boîte mais n'avoir aucun statut, bien sûr. Il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là. Hein. Exclusivité innégociable en général, tu as un exemple où ça a été négocié? Alors, en général, les gens qui arrivent à négocier les clauses d'exclusivité, ce sont des gens qui ont des méga leverage personnels. Par exemple, c'est des stars ou ils ont une activité professionnelle hyper riche. Enfin bref, c'est pas monsieur tout le monde qui peut faire ça. Jean-Carl Tonga, on peut avoir une deuxième activité si on fait naître une autre boîte au sein de la boîte qu'on a créée. Oui, bah ça, c'est pas une rupture d'exclusivité. Hein. Tant que c'est dans la même boîte, il n'y a pas de problème. Ensuite, dans le pacte d'associés, doit-on mentionner comment l'argent levé doit être utilisé?
Et si les fondateurs décident de pivoter dans leur business, les investisseurs peuvent s'y opposer. Alors, ça, c'est une question très intéressante. Dans le marché actuel, c'est des clauses qui n'existent plus. Maintenant, le pivot est libre. Il n'y a pas si longtemps, c'était encore le cas que tu avais besoin de l'avis de tes investisseurs pour ça. Refusez toutes les clauses de ce type-là et essayez de garder 100% de liberté dans votre boîte. Alors, Fouad, les management packages. Les management packages, ça n'existe que dans les gros LBO. Ça n'a aucun sens dans le monde du venture. Il faut rester très, 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 très loin de ça. La clause d'exclus, en général, concerne tous les cofondateurs. C'est très rare qu'elle ne concerne que le CEO. Émilie dit, tu veux dire que l'avocat se rémunère sur l'argent qu'investira le VC? Exactement. Je t'ai déjà vu parler des investisseurs qui licencient les cofondateurs dans certaines startups. Comment s'en prémunir? C'est au moment de la négociation term sheet. Eduardo Sarvin, Facebook. Alors, Dieu merci qu'Eduardo Sarvin a été viré, entre nous. Et il y a plein de cofondateurs, Dieu merci, qui ont été virés. Tu ne peux pas vraiment te prémunir de ça, ça fait partie du jeu. À partir du moment où tu fais investir de l'argent, il y a des règles. Et une des règles, c'est que la captable a le droit de pouvoir virer les autres. C'est comme ça. C'est pas... il faut pas se prémunir de choses qui font partie de la vie business, en fait. On a levé 1 million. On fait comment pour le prochain? On adapte la méthode que tu as décrite. Ou on considère qu'on reporte comme la première fois. Nous avons VC qui veut rentrer, mais je me vois mal passer 8 mois avec lui comme pour le premier VC. Oui, enfin, c'est pas grave que tu aies déjà levé 1 million. Tu considères que ta deuxième levée, tu appliques ma méthode comme si tu n'avais pas levé avant, quoi. BSPCE pour les cofondateurs, c'est l'idée de sortir du cash tout en réinvestissement au bénéfice des premières années. Oui, ça n'existe pas. Ça, c'est des montages à gaz, c'est des usines à gaz. Les entrepreneurs adorent faire ça. Ne faites pas ça. Gardez votre boîte la plus simple possible. Quel pourcentage moyen de la levée en BSPCE? 10%, entre 10 et 20%. Les BSPE, ça marche aussi sans levée de fonds, ou on peut les faire avant la première levée. Je ne vous recommande pas de les faire sans levée parce que c'est dur de définir une valeur sans levée. Si vraiment votre boîte, elle cartonne et que vous n'avez pas de valorisation, vous pouvez rentrer dans un exercice de valorisation de votre boîte pour pouvoir émettre des BSPCE. Alors, c'est plus facile au début, c'est plus dur à la fin. Et surtout quand il y a des problèmes. D'où l'intérêt d'avoir un bon avocat, d'être parano, de se prémunir des problèmes futurs et de faire un vrai exercice sur le sujet. Je lance une FinTech ciblant les femmes. Plusieurs questions. Quelles sont les métriques, nombre de personnes en liste d'attente, rentabilité au bout de combien d'années? Qui sont les VC sensibles et intéressés par les sujets FinTech femmes? Alors, comment dire? Bon. C'est tout le sujet, en fait, du bootcamp. C'est de ne pas répondre à ces questions, en fait. Le bootcamp, c'est pas 150 sessions de private mentoring où on regarde votre business. D'ailleurs, je ne vous le souhaite pas, en fait, de faire du private mentoring, puisque qu'est-ce que je fais, Nawel? Je viens, je regarde ta boîte, je fais pas de travail, je passe 10 minutes et je te dis, c'est ça la réponse, ça la réponse, ça la réponse. Ou tu écoutes tout ce que j'ai dit et tu fais la méthode et tu fais le travail et tu vas découvrir ces réponses en allant sur Twitter, en allant sur LinkedIn, en faisant tes recherches, en devenant une vraie Sherlock Holmes, en montant ton deck et en allant chercher à la main les réponses à tes questions. Vous voulez trop de raccourcis. Une levée de fonds, c'est du travail. Une levée de fonds, c'est dur. Une levée de fonds, c'est compliqué. Une levée de fonds, ça demande de penser à plein de choses. Une levée de fonds, c'est pas juste un bootcamp de 9 heures. Et évidemment, c'est pas de poser des questions comme ça. Alors, ne prenez rien personnellement, mais sortez une fois pour toutes de cette vue de l'esprit. Il faut comprendre
les 3 phases de la levée de fonds. Préparation de la documentation, ça, c'est vous, avec vous-même, avec la clarté, avec vos utilisateurs. C'est un exercice de com, c'est un exercice client. Ensuite, c'est la préparation du terrain dans lequel vous allez jouer. Et ensuite, c'est une méthode qu'on est en train de voir aujourd'hui pour pouvoir closer les gens dans de bonnes conditions juridiques, avec les bons partenaires, en sachant à peu près de quoi ça parle. Et finalement, le juridique, c'est un détail, en fait, par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Parce que si vous faites un bon deck et que vous avez une bonne préparation et un bon réseau, le juridique, il viendra normalement de façon standard. Il faut juste connaître les quelques clauses sur lesquelles il faut être un peu alerte. Mais vraiment, j'insiste, privilégier la méthode face au résultat. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginons que vous rentriez de chez vous bourré en voiture et que la conclusion que vous en tirez, c'est que ce n'est pas dangereux de conduire en buvant. Ah non, vous avez eu de la chance de ne pas mourir. Et si vous le faites tous les jours, vous allez finir par mourir. Moi, ce que j'essaie de vous donner, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire tous les jours qui finira par avoir un résultat positif, qui n'est ni lié à la chance, ni lié à l'opportunité, ni lié à la rencontre. Ça ne veut pas dire qu'en chemin, vous n'aurez pas de chance. Ça ne veut pas dire qu'en chemin, vous n'aurez pas une opportunité. Et ça ne veut pas dire qu'en chemin, vous n'aurez pas un petit champignon sur la route qui vous donnera un coup d'accélérateur, comme dans Mario Kart. Mais vraiment, le mythe quinri de la levée en 48 heures sans prep, c'est du storytelling. Lol, Salem, oui, c'est du méga storytelling. D'ailleurs, les quinri, c'est les rois du monde en stalking, en préparation et en attaque. C'est vraiment... Moi, dans mon portefeuille, les entrepreneurs américains, c'est les meilleurs en levée de fonds. Alors, je reprends les questions. Une fois la levée réussie, comment se passe la gestion quotidienne de la boîte? Doit-on demander autorisation pour chaque dépense? Les investisseurs peuvent-ils avoir un contrôle quotidien de la gestion des fonds? Non, ça n'arrive pas, ça n'existe pas, et tout le monde s'en fout en fait. BSPCE, peux-tu revenir sur les salariés actionnaires? Quel est le pourcentage moyen à donner pour le premier salarié? 1%, c'est bien. Tu dis qu'il faut se prémunir au max, ok. Est-ce possible que dans les contrats, de stipuler que l'investisseur ne sera décisionnaire de rien? Je parle du développement du produit. Je demande ça parce que s'il ne suit pas dans la direction, on fait quoi? Oui. Et ça, franchement, c'est facile de mettre ça. Et ça, il faut en parler avec ton avocat. Il faut garder une grande liberté d'action. Et c'est facile juridiquement de sécuriser votre liberté d'action. Avec ta méthode, quel est le délai moyen pour closer? Entre le moment où vous avez la term sheet et le closing, 3 semaines max. Jusqu'à quand peut-on attendre pour faire sa levée si on veut prioriser le développement de business? Eh bien, le plus loin possible. Hein. La levée de fonds, ça n'a rien d'obligatoire. C'est comme les antibiotiques. Il faut l'utiliser quand on en a besoin. Il faut démarrer quand on en a besoin. Il faut lever ce qu'on peut et ensuite ne plus y repenser jusqu'à la prochaine et de préférence le plus loin possible. Plus vous pouvez développer votre boîte sans levée de fonds, et mieux vous vous porterez. De A à Z, combien de temps en moyenne peut prendre une levée de fonds? Une première levée. Grosso modo, entre 4 semaines et 6 mois. Exclusivité, pas de salaire en parallèle, quitter un CDI, pas de Pôle emploi. On peut demander un salaire dans la levée dans ce cas. Bien sûr. Alors ça, c'est hyper important. La contrepartie de l'exclusivité, c'est que évidemment, vous prenez une partie de l'argent pour vous payer. Comment fonctionne le reporting après la levée? Alors ça fait partie des choses que je vous encourage à définir dans le pacte d'actionnaires le plus tôt possible et de réussir à développer une logique simple et des critères simples pour communiquer avec vos investisseurs. Mais mettez-vous d'accord pendant la lune de miel. Ne vous mettez pas du tout d'accord quand ça ne va pas. Du coup, Oussama, en parlant de closing, j'ai déjà eu l'occasion de me retrouver face à des méga portefeuilles intéressés, voire mal impressionnés. Et puis, hop, réponse, courage, tiens-moi au jus des avancées. Ouais, ça, c'est classique. Le closing, c'est la partie la plus dure. C'est comme tout dans la vie. Il y a les gens, ils peuvent s'exciter, s'enthousiasmer et tout, et il y a un truc qui les gêne. D'ailleurs, la pire histoire que j'ai vécue de ma vie, moi, j'étais jeune et naïf. C'était il y a 10 ans, 11 ans même. C'était ma première levée à 40 millions d'euros. J'étais surexcité. Machin. Et grosse négo. En plus, à l'époque, les termes n'étaient pas standards.
48 heures de négo, les avocats, les machins et tout. Et on est le 29 juillet. Et le lundi, l'investisseur partait en vacances. Et l'entrepreneur, il a eu un petit moment de doute. Et il a dit, bon, bah, c'est très bien, moi, je vais lire tout ça, etc. Et je signe. Et je signe à la rentrée. Et l'investisseur devait revenir une semaine après les vacances. Il se serre la main, il se dit c'est génial, tout ça, comme ça les avocats peuvent finir. Les avocats travaillent un peu en vacances sans être vraiment sous pressure. Et une semaine après, l'investisseur vient et casse le deal. Et pourquoi? Parce que pendant les vacances, il en parle à sa femme, et sa femme le déchauffe complètement. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, elle a utilisé le produit, elle n'a pas aimé, elle s'est pris la tronche. Bon, voilà. Fini. Je ne peux plus rien faire. Quand vous avez un deal qui est chaud, vous le closez immédiatement. Vous n'attendez même pas. Vous n'essayez même pas d'avoir des excuses pour reporter le délai. Et tant qu'il n'est pas closé, dans votre tête, vous vous dites, tout peut arriver. Et j'ai tout vu. J'ai vu, on signe les papiers, on ne fait pas le virement, on ne donne pas de nouvelles. J'ai tout vu. Tout vu. Et vraiment, ça ne marche pas. Des fois, il n'y a pas de chance et il faut faire très, très, très attention à ça. Les VC s'attendent à faire un multiple de quel ordre en grandeur en général? Si on veut lever à une valorisation de 100 millions, quel est le CA raisonnable attendu en FinTech? Alors, il y a 6 mois, c'était 10 millions de CA pour 100 millions de valo. Maintenant, j'ai un investir dans une boîte à 100 millions de valo qui fait 2 millions de CA. Donc, en ce moment, la FinTech, c'est un peu la folie. Après, tout dépend du potentiel. Les VC, maintenant, s'attendent à du 20x minimum. S'il n'y a pas 20x de potentiel, c'est-à-dire que s'ils investissent à 100 millions de balles, ils pensent que la boîte peut valoir 2 milliards. Donc c'est hyper important. À quel moment on contacte l'avocat dans le process de levée? Est-ce qu'il va commencer à travailler avec nous dès que ce moment même, s'il est payé en fin de deal? Est-il prêt à prendre le risque qu'on ne close pas? Oui, bah ça c'est le vrai sujet des bons avocats. Il y en a oui, il y en a non, et ça fait partie de la négo. Et ça fait partie de trouver un avocat qui croit en vous et qui pense que forcément, il y aura un closing. Sachant qu'on est dans un marché énorme où fixer le montant de la levée, elle pourrait bien être de 1 million ou 2, autant que 10 millions, ou fixer la barre, budget de 18 mois, même quand on fait déjà plusieurs millions de CA. Alors, je répète, quand on fait plusieurs millions de CA, surtout pas. Quand on fait plusieurs millions de CA, on a normalement un bon sens de combien on vaut et il faut faire un jeu de l'offre et de la demande. Mon histoire de budget, etc., c'est quand justement on n'a pas de CA et qu'on essaie d'objectiver un peu le début de la levée. Maintenant, dans un marché énorme, où fixer le montant de la levée, encore une fois, il faut lever le maximum qu'on peut pour le moins de parts possible. Donc, raisonne à l'envers. Dis-toi, dis aux gens que tu veux bien diluer de 20% et regarde combien ils sont prêts à t'offrir. S'il vous plaît, tu peux nous parler du salaire des fondateurs? Un bon investisseur va-t-il dire dans la négoce sur ce point ou va-t-il facilement accepter les salaires s'ils sont dans le pré-marché? Un bon investisseur veut facilement les accepter. Franchement, il n'y a plus de sujet là-dessus. Même en France, même avec les pires, je vois plus de sujet là-dessus. Maintenant, tout le monde a compris qu'un fondateur, pour être à 100%, il doit payer son loyer, il doit vivre. Donc, un bon salaire de fondateur, c'est suffisamment pour vivre sans se poser de questions et pas assez pour devenir riche, quoi. Alors, le piège à éviter dans l'approche, à éviter lors du premier rendez-vous, c'est de vouloir répondre à toutes les questions tout de suite et pas réfléchir. Et pareil dans la négo. N'hésitez pas à être calme, à aller voir vos conseils, à bien prendre en compte les choses. Calmez-vous. Souvent, il y a ce stress de vouloir pêcher par enthousiasme et c'est là où on fait des conneries et c'est là où on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. Tu nous as bien expliqué qu'on pouvait imposer un salaire et que c'est normal, top. Est-ce qu'on peut en plus leur dire qu'on prend aussi une somme sur la somme levée? Exemple, tu t'es pas payé pendant 2 ans et tu as épuisé tes économies vu que tu ne payais pas pendant le dev que tu aimerais récupérer. No way.
Même pas en rêve. C'est ton problème. Tu as de l'equity. En échange de tes économies, tu vas recevoir une majorité de la boîte. C'est mort. C'est mort. Sur le thème du reporting aux investisseurs, quelles sont les pratiques généralement? Forme, fréquence. Moi, je vous conseille une fois par semaine, email informel, une fois par mois, email de chiffres, une fois par trimestre, un truc un peu plus solide, et une fois par an, un rapport formel. Salem, il faut avoir les reins solides pour lever. Exactement. Que se passe-t-il lorsque l'investisseur signe mais ne fait pas le virement? Alors ça, en 12 ans, je l'ai vécu 3 fois. 3 fois. De signer pas virer l'argent. C'est très, très, très dur à gérer. Il n'y a pas... Là, si ça vous arrive, ça, la pire bêtise que vous pouvez faire, c'est d'avoir de l'espoir. Moi, la bêtise que j'ai fait sur la première fois que ça m'est arrivé, ce truc, c'est de croire que ce n'était pas possible que ça arrive. Donc, les gens signent, vous leur donnez une deadline pour faire le virement, vous n'avez pas le virement, vous dites que le deal est mort. Ne perdez pas 6 mois à attendre un virement qui n'arrivera jamais. Ça, c'est vraiment hyper... ça, c'est vraiment l'expérience qui vous parle. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, il faut être radical. Michael Albo, est-ce que tu peux réexpliquer les subtilités de liquidation de préférence? Non, il faut les réexpliquer. Par contre, tu peux les lire en ligne. Il y a plein de choses. Et surtout, tu me fais confiance. Tu refuses non-participating. C'est facile. Liquid pref, OK. Non-participating, OK. Participating, pas OK. Voilà. Tout ce que vous avez besoin de savoir. Même si vous ne comprenez pas ce que c'est une liquid pref, quand vous le voyez dans le doc, vous faites genre, vous savez. Vous dites, bon, bien sûr, pour la liquidation de préférence, aucun problème. Mais elle sera non-participating. Voilà. Vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Vous le dites. C'est hyper important. Faites-moi confiance si tu veux. Alors, quand on a plusieurs deals chauds en parallèle, est-ce qu'on prend le mieux offrant ou le plus offrant? Très, très bonne question. Là, c'est des questions de personnalité. Moi, je prendrais toujours le mieux offrant. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui prennent le plus offrant. J'aimerais bien vous dire que ceux qui ont pris le plus offrant l'ont toujours regretté, mais c'est pas vrai. Je sais pas. Mais ça, c'est vraiment... Ça, là, on est dans la religion, on est dans le personnel, on est dans le feeling. Prenez le mieux offrant, je pense. Après, enfin, faites ce que vous voulez, quoi. S'il y a déjà un autre acteur qui a levé 10 millions d'euros dans mon secteur et en plus il est en train de cartonner, est-ce que ça leur refroidit les autres VC? La vérité est que je ne connais pas la taille de ce marché, mais je ne sais pas comment trouver la taille de ce marché, je ne sais pas où commencer. Est-ce que ça vaut mieux changer de secteur? Notre produit est bon, mais celui de la concurrence, on va forcément mieux. Cela dit, j'aime beaucoup mon secteur. Juan, calme-toi. Fais-toi une tasse de thé et réfléchis calmement à ta situation. Aucune boîte dans le monde n'est morte parce qu'elle a un concurrent. Quand tu vas au supermarché et que tu vois un rayon de paquets de céréales, tu vois bien que tous les paquets de céréales appartiennent à des compagnies différentes et que ces compagnies, elles vivent très bien côte à côte. Donc, en fait, la concurrence, c'est un bon sujet. Est-ce que, par contre, ça va refroidir les VC? Bien sûr. Pourquoi? Parce que vu ton stress, ils vont stresser. Les VC ne sont que la réflexion de ce que tu leur fais croire et de ce que tu crois toi-même. Donc, si tu ignores ta concurrence, que tu es confiant et que tu avances, ils te feront confiance, ils seront confiants. Si par contre, tu as l'air d'être fébrile face à ta concurrence, eh ben, ils seront encore plus fébriles que toi. Retenez que les VC sont des catalyseurs. Ils ne font que être le miroir de vos propres émotions, de vos propres peurs. Donc, tout ce que vous faites mal, vous le faites pire, ils le font pire. Le salaire du fondateur se définit dans la négo où je me verse ce que je veux sans leur accord. Non, ça se définit dans la négo, évidemment. Des cofondateurs qui rejoignent full-time qu'après la levée, donc pas de pack d'associés pour l'instant, point bloquant pour la levée. Non, pas si au moment de la levée, ils signent le pack d'actionnaires. Dans ce cas-là, aucun problème. Faut-il contractualiser l'apport stratégique non financier, exemple ouverture d'un réseau commercial dans un term sheet? Surtout pas. Il faut éviter ça. Ça, c'est usine à gaz. Usine à gaz. On se tape dans la main, on fait un bon deal, on fait un deal simple. Lever plusieurs millions à distance, possible, oui. On en a plein qui l'ont fait. Est-ce qu'il faut parler du compte courant, remboursement du compte courant? Non.
non, non. L'argent que vous avez mis dans votre boîte, ça fait partie de votre risque. Point. Ça, arrêtez de croire au Père Noël. Wandy, Forey, si le VC signe mais ne fait pas le virement, existe-t-il des pénalités réglées entre avocats ou bien on oublie, on passe à autre chose? On oublie, on passe à autre chose. C'est mort. Je ne sais même pas comment tu fais pour récupérer ça. Et hier, tu expliquais une certaine data, secret sauce ne sont dévoilées qu'après avoir reçu une offre. Mais souvent, ils veulent plein d'infos pour pouvoir faire leur offre. Comment tu penses qu'il faut équilibrer ça? Alors, plus un VC est professionnel, plus tu peux lui faire confiance. Parce qu'il a trop à perdre. Hier, tu as indiqué qu'on ne parle pas trop de la concurrence. Pourtant, les investisseurs veulent comprendre nos éléments différenciants. Bon, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce n'est pas grave. Il faut leur expliquer que ce n'est pas le sujet. Est-ce que gérer les rendez-vous invest par télévision est envisageable tout au long du process? Bien sûr. Plus que jamais. Depuis le Covid, c'est devenu la norme. Entre un investisseur concurrent et un VC non spécialiste, qui est potentiellement le mieux? Le VC non spécialiste. Plus une boîte est vieille, et plus ça impacte négativement la levée. Parce que les VC n'aiment pas les gens qui sont lents et qui mettent trop de temps à créer des trucs. Il y a des choses qui te surprennent encore dans les levées de fonds en France. Oui, le temps et les questions qui sont posées. Ça dépend qui ils sont. Nous, sur 170 deals cette année, il y en a un seul qui a obtenu ça et c'est une méga star. Garder plus de 50% de la capital est une protection suffisante pour avoir du pouvoir dans le board ou éviter d'être viré? Absolument pas. S'ils veulent te virer, ils te vireront. Est-ce que le cadre juridique et les clauses peuvent être différents dans d'autres régions comme MENA, par exemple, vu que mon produit est Muslim oriented? Le marché global est en train de converger et je te conseille, si tu prends des investisseurs en MENA, d'appliquer encore plus mes conseils que si tu es en France. Question bizarre, est-ce qu'on peut, avec l'argent de l'élevé, acheter les locaux dans lesquels on bosse plutôt que de les louer? Vous êtes des malades. No way. Bien sûr que ça n'arrive pas. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Vous êtes des malades. Non, on ne fait pas ça. Allez, on fait 10 minutes de pause, les amis, et je reviens et on parle négo, tactique et closing.